j'enregistre quelque chose et ça transcribe. Peut-être que ce sera enregistré, peut-être pas. C'est la beauté du chaos et il fallait qu'on commence par un micro-bug technique. Quoi de mieux pour lancer cette conférence ensemble? Bienvenue, ravie de vous avoir. Donc je le disais, c'est la première conférence du Chaos Club. Je vais vous détailler un peu plus en avant de cette présentation ce que ça représente, mais d'abord, pourquoi est-ce que j'ai choisi cette chanson de Phoenix? Je ne sais pas si vous avez bien entendu les paroles, mais ils disent I feel the chaos around me. Donc je sens le chaos autour de moi. C'est quelque chose que je ne peux absolument pas nier. Je ferais mieux de l'accepter parce qu'il y a des choses que je ne peux pas contrôler dans ma vie. Donc on va voir, hein, c'est vraiment le sujet de cette conférence. Comment est-ce qu'on fait sens de ce chaos autour de nous et comment est-ce qu'on l'accepte ou pas? Vous me direz ce que vous avez choisi à la fin de cette conférence. Alors, quelques mots sur moi, parce que j'ai beaucoup d'amis dans la salle et je suis ravie de les retrouver, mais il y a quand même quelques personnes qui ne me connaissent pas. Qui suis-je? Je m'appelle Bénédicte Hibert et je pense que pour faire une biographie réussie, il faut repartir des origines. Et moi, ce que je voulais vous raconter sur moi, c'est que le premier mot que j'ai su lire de toute ma vie, c'est Groupama. Alors pourquoi? Parce que j'avais capté qu'il y avait une petite maison. Alors à l'époque, je suis née en 86, ce logo avait clairement une petite maison et dès que je voyais la petite maison verte, je disais ah ça c'est Groupama. Je faisais pareil avec Evian et ses montagnes. Et à l'époque, je me pensais surdouée. Voilà, depuis c'est pas forcément ce que je pense toujours, mais en tout cas, cette passion pour les marques avec laquelle je suis quasiment née, eh bien, elle m'a suivie, poursuivie, et ça fait plus de 10 ans maintenant que j'interviens en planning stratégique. J'ai pu le faire au sein des équipes de Publicis Conseil. D'ailleurs, félicitations à Publicis Conseil qui est l'agence de l'année, sont les Cannes Lions. Je n'y suis pour rien puisque j'ai quitté cette agence il y a 8 ans et maintenant je suis chez Google. Et je peux vous dire qu'on s'amuse bien. J'ai mes acolytes dans la salle et voilà. Et j'avais envie en fait de transmettre un peu soit ce que j'apprends, soit le fun que je vis au quotidien un peu plus largement en dehors de mes heures de travail. Donc voilà, la journée, je suis chez Google et le soir et le week-end, eh bien, j'anime avec ferveur et passion le Chaos Club. Alors, de quoi est-ce qu'on va se parler aujourd'hui? On va se demander si il est mieux d'être plan-plan, c'est-à-dire est-ce qu'il vaut mieux tout planifier dans la vie ou est-ce que c'est quand même assez sympa d'être plan free, c'est-à-dire pour finir peut-être que la meilleure des stratégies serait de ne pas en avoir. Alors je ne sais pas dans quel camp vous vous situez et je vais vous lancer un petit sondage tout de suite dans le chat, mais avant peut-être, parce que moi je me suis présentée et voilà, vous connaissez mes origines, mais je ne sais pas vous, est-ce que vous pouvez me dire un petit mot dans le chat qu'est-ce que vous faites dans la vie, peut-être même la ville où vous êtes, rapidement pour qu'on puisse un peu faire connaissance et après je vous poserai une petite question. Donc dites-moi, je vous lis en même temps sur le chat. Donc on a Sabrina qui est dans le fan club, je suis ravie. Lucille, fan de vous de la première heure. Donc Lucille travaille avec moi, elle est Cultural Insights Manager chez Google, présidente d'une fan club. C'est Alicia aussi, on la connaît. Fred, c'est quoi dans le CH? Dans le... Tu me racontes dans le chaos depuis 50 ans, ouais, un peu comme nous tous, j'ai l'impression, et toutes Caro dans les Landes, Dublin, Google responsable SMB, waouh, génial, canon, planeur stratégique en agence média, Audrey, on se connaît bien, planeur stratégique aussi, beaucoup de planeurs strat, c'est des formations professionnelles, policy, aide, oh là là, ça va trop vite, creative producer, assistant de direction, dev app, Volvo Cars, on va parler un petit peu voiture, Guillaume, donc hâte d'avoir votre avis. Éléonore, on se connaît aussi, conseillère RSE Free, génial. Ah, Ignacio Chavez, notre ami réalisateur qui est dans le cinéma. Et Elodie aussi, pareil, on se connaît bien. Ostéopathe, génial. Ravi de vous avoir avec nous. Olivier Younes, on se connaît bien, effectivement. Silicon Valley, IM, toi-même, tu sais, bien sûr. Alors, allons-y, je vais vous poser ma petite question, Simon. Le sondage ne me fait pas défaut parce que vous avez vu que la technique ne semble pas être avec nous aujourd'hui. Je lance le sondage et la question que j'ai pour vous, c'est... Et dites-moi si ça fonctionne. L'incertitude pour vous, c'est est-ce que j'en ai horreur? Est-ce que c'est votre dada? Ou est-ce que vous êtes incertain et vous ne vous prononcez pas? Alors, et puis, je vous montrerai les résultats à la fin. Alors, dites-moi, moi, si vous voulez, Daniel, ouais, fondateur institut Jusqu'à Agency, ravi de t'avoir avec nous.
Moi, personnellement, l'incertitude, j'en ai horreur. Je ne sais pas si vous voyez mon setup là à l'heure actuelle, mais j'ai 2 ordinateurs au cas où il y en aurait un qui me ferait défaut. J'ai tous mes chargeurs, donc je suis absolument control freak et anti-incertitude. Donc c'est aussi le Chaos Club un moyen pour moi de faire ma thérapie personnelle. Et donc on va voir Ignacio Chavez qui nous dit anxiété. Je vais vous révéler les résultats du coup de ce sondage que normalement vous devriez pouvoir voir. Donc on a une majorité d'individus qui nous disent au sein de cette belle assemblée qu'ils ont horreur de l'incertitude. Donc on a 15 votes pour j'en ai horreur, 6 votes pour c'est mon dada et 6 votes qui ne se prononcent pas pour l'instant. Alors, on a une majorité de gens qui, apparemment, pour qui c'est un peu compliqué l'incertitude. Eh bien, figurez-vous que je n'ai pas envie de dire que vous n'êtes pas originaux, mais c'est tout à fait normal. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on vit dans une culture qui est la culture française et qui n'est pas très à l'aise non plus avec cette notion d'incertitude. Alors, il y a un monsieur qui s'appelle Hofstede, Gert Hofstede, qui a fait des études sur les éléments différenciants de toutes les cultures dans le monde. Et voilà, il y a certaines dimensions, il place les pays sur toutes ces dimensions-là. Quand on regarde la dimension évitement de l'incertitude, la France est championne. Nous sommes à 86 devant, mesdames, messieurs, la Suisse qui pourtant, je ne sais pas si nous avons des Suisses dans la salle, qui pourtant sont généralement considérés comme un petit peu plus rigides que nous. Eh bien non, nous avons la palme de l'intolérance à l'incertitude. Et alors c'est marrant, vu qu'on a vu qu'on avait des personnes de Volvo, il me semble, dans l'assemblée, j'ai vu récemment une publicité pour une voiture et je voulais vous la montrer et on en parle tout de suite après. Si, voilà, hop. La peur du changement, une réaction instinctive et irrationnelle qui nous paralyse. Et pourtant, c'est précisément cette émotion intense qui nous fait avancer. Cupra Formentor hybride rechargeable. Alors, plusieurs choses dans cette campagne que je trouve intéressantes. La première, c'est qu'elle dit la peur du changement, ça nous concerne tous et toutes. Donc ça, on est d'accord sur ce postulat de base. Changer, c'est un petit peu difficile parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes et ça va dans le sens de nos camarades qui, au sein de l'Assemblée, ont dit qu'ils avaient un petit peu peur de cette incertitude. Maintenant, ce que je trouve, ce avec quoi je suis un peu en décalage, et les amis pelleurs me diront peut-être ce qu'ils en pensent par rapport à cette publicité, c'est 2 choses. La première, c'est qu'elle dit que c'est irrationnel. Et moi, je ne suis pas forcément d'accord. Je pense qu'on est tout à fait rationnel et raisonnable quand on a peur de l'incertitude. Et ensuite, ce que cette campagne dit, c'est que c'est cette peur, justement, qui nous met en mouvement. Pour moi, la peur, c'est plutôt quelque chose qui nous met en mouvement arrière, voire qui nous stoppe. J'ai rarement vu des gens dire « chouette, mon entreprise est en pleine réorganisation, je vais me jeter à corps perdu là-dedans, c'est génial, avançons gaiement sur cette ère qui s'annonce extrêmement incertaine ». Et donc, ce que je vais essayer de dépioter ici, c'est mais pourquoi finalement est-ce que c'est si rationnel que ça d'avoir peur? Et donc, la question que je me suis posée, finalement, c'est pourquoi sommes-nous si plan-plan? Ambiguïté aversion, exactement Lucille. Pourquoi sommes-nous si averses à l'ambiguïté finalement? Parce que ce dont je suis convaincue, c'est que ce n'est pas qu'une spécificité française, c'est une spécificité humaine. On n'aime pas l'ambiguïté. Pourquoi ça? Eh bien, tout simplement parce que notre histoire de l'humanité commence toujours par un chaos. L'histoire de notre humanité, c'est toujours celle d'un démiurge qui va organiser les choses. Donc vous avez par exemple dans la théorie d'Hésiode qui nous dit au commencement, il y avait le chaos. C'était un joyeux bordel. Il a fallu qu'il y ait quelqu'un, généralement un dieu, qui ordonnance un petit peu tout ça. Vous vous rappelez Descartes, le grand horloger, etc. C'est ça. Donc, nous, on a voulu s'arracher à ce chaos-là, on a voulu progresser et donc le chaos nous rappelle un peu nos origines et on a envie de s'en détacher. Un peu plus tard, on a aussi Platon dans le Timée qui nous dit « Le Dieu, il a pris la masse des choses visibles qui n'étaient pas en repos mais se mouvaient sans règle et sans ordre et il la fit passer du désordre à l'ordre. » Donc l'histoire de l'humanité finalement, c'est un peu ce passage du désordre à l'ordre. On s'est ordonné parce qu'au départ, on avait quoi?
on avait ce qu'on appelle la soupe primordiale, et c'est les scientifiques aussi qui l'appellent comme ça, une espèce de truc pas très clair, est-ce que c'est le Big Bang, est-ce que c'est pas le Big Bang, on a l'impression que tout se fusionne, etc. Donc, voilà, on a envie, enfin, on a eu envie, en tout cas, on nous raconte qu'on a fait sens de tout ça à un moment donné. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'on est en train de s'enfuir de ce chaos originel, mais on fuit également le chaos de la fin, c'est-à-dire qu'on a très très peur, bien évidemment, que notre planète implose pour différentes raisons que je ne vais pas nommer ici, mais on a peur aussi de notre propre fin, et finalement, ma propre fin, c'est aussi une dislocation de mes cellules, c'est aussi la fin de mon existence. Donc je suis pris en étau entre deux chaos, le chaos des origines, le chaos de la fin, le chaos environnant, etc. Donc c'est assez complexe à gérer, et d'autant plus complexe à gérer que notre société, aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'elle est extrêmement productiviste. Et que c'est quoi la productivité? C'est ordonner les choses, les agencer pour qu'elles soient le plus efficientes possible. Et donc c'est exactement ce chemin-là qu'on continue. On part de la soupe primordiale, on avance, puis on rationalise toujours plus, puis on rend les choses toujours plus efficaces, et on met à distance tous les chaos qui nous menacent, tout le désordre, parce qu'on n'aime pas du tout ça, voire on en a très très peur. C'est intéressant parce qu'il y a une grande figure de la science-fiction dystopique qui est justement, je l'ai mis ici, le mollusque, la pieuvre. Pourquoi? Parce qu'elle est molle, elle est informe, elle est difforme, on ne sait pas très bien ce qu'elle représente, elle se fusionne un peu avec tout, et ça, on n'aime pas du tout que ce ne soit pas bien rangé dans une case, que ce soit polymorphe. Donc c'est ce que nous dit Alexandre Hougron dans son ouvrage Science-fiction et société, qui est vraiment génial. Et il explique que le mollusque, ça renvoie au néant, au chaos originel, et qu'on n'aime pas les choses qui peuvent changer de forme. Satan, il est protéiforme, il peut apparaître sous une forme très attirante pour nous leurrer, justement. On n'aime pas ça, on a envie que les choses soient très très claires. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là pour se préserver? Yes, exactement. Et qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de maîtriser, hein. Vous le savez bien, alors ça commence par le futur, on va essayer de deviner ce qui nous arrivera demain. C'est depuis la nuit des temps, je pense que dans les grottes, on devait peut-être essayer de lire dans les étoiles, mais je vous ai mis un exemple ici qui est l'Astronomicum Caesarum, qui est très très beau. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Oui, il y a des astres. On a toujours essayé de se référer à quelque chose pour essayer de faire sens, se dire, OK, si je m'éloigne du chaos, il faut que j'ai un chemin aussi, et quel est ce chemin, et où est-ce qu'on m'emmène, etc. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, bien sûr. Donc ça peut être dans la divination, etc. Mais plus proche de nous, c'est la stratégie. On a beaucoup de planeurs stratégiques dans la salle. J'en suis une. Et du coup, on adore évidemment élaborer des stratégies et voir comment est-ce qu'on peut s'y tenir. Alors, chez Google, pour le coup, on a des OKR. Je ne sais pas si vous connaissez cette terminologie, mais ça s'appelle Objective and Key Result. On en fait des bouquins carrément, donc c'est assez marrant parce que nous, au sein de l'équipe, c'est pas forcément ce qui nous passionne de faire, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Lucille, Florence, mais on doit chaque trimestre, chaque semestre vraiment montrer nos objectifs, etc. Et surtout, ce qui est extrêmement important dans ça, c'est de mettre un chiffre associé, de mettre un objectif chiffré. Et c'est ça qui diffère peut-être un peu des entreprises que j'ai connues jusqu'à maintenant, où on disait, on va faire ci, on va faire ça. Là, c'est très clair, je dois produire tant de présentations par mois, je dois toucher tant de personnes, etc. Donc, c'est très chiffré, apparemment efficace, je l'espère en tout cas, vu qu'on en fait des bouquins. Ce qui est intéressant là-dedans, dans cette dimension justement stratégique et chiffrée, c'est que ce monsieur qui s'appelle Sahil Bloom, qui a quand même une newsletter qui fait 70 000 $ par mois, donc bravo monsieur, belle performance. Il nous dit que c'est très important cette notion de chiffre parce qu'il parle du scoreboard principle. Ce qu'il dit, c'est que, donc c'est le principe du tableau de bord, ce qui n'existe pas sur votre tableau de bord et ce qui n'est pas dans ce que vous allez regarder précisément en termes de chiffres, n'existe pas tout court, parce que ce n'est pas des choses sur lesquelles vous allez vous concentrer. Donc ce qu'il dit, lui, c'est que pourquoi les gens prennent l'argent comme indicateur, c'est parce que c'est des chiffres, c'est très simple. Mon compte en banque, je vois très très bien comment est-ce qu'il évolue, comment est-ce qu'il fluctue. Donc c'est pour ça que pour lui, les gens font de l'argent une priorité, parce que c'est facile de le mettre sur leur tableau de bord. Mais ce qu'il suggère,
c'est qu'on mette aussi autre chose sur notre tableau de bord stratégique. Par exemple, pour être un individu épanoui, je peux avoir envie de voir mes amis plus fréquemment qu'une fois tous les 6 mois parce qu'on n'a pas réussi à s'organiser. Donc dans ce cas-là, dans mon scoreboard, dans mon tableau de bord, je peux aussi mettre le nombre de rencontres de mes amis que je fais. Ça peut paraître un peu cynique, mais en tout cas, c'est son postulat de dire, OK, si on établit une stratégie et si on est, on va dire, vraiment conscient de ce qu'on va faire et on le fait en conscience, eh bien, faisons-le aussi pour des choses qui ne sont pas simplement monétaires. Voilà ce qui nous raconte ce monsieur. Alors, ça va même plus loin. Donc là, on se parle de stratégie. Quand je vous parle d'OKR, c'est à 6 mois. Ça va encore plus loin avec, par exemple, cette proposition dans The Ministry for the Future. On se dit, mais les entreprises, on sait qu'elles sont court-termistes. Est-ce que dans la loi, on ne devrait pas faire passer le fait qu'il faut qu'elles intègrent une division des jours, une division des décennies, une division des siècles? Parce que maintenant, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Vous voyez, on a cette notion de il faut faire des stratégies, et d'autant plus de manière cruciale aujourd'hui, parce qu'on a quand même pas mal de chaos qui sont à nos portes, et donc il faut bien sûr faire les efforts nécessaires pour s'en prémunir, quitte à faire des prévisions sur des siècles. Alors la stratégie, extrêmement importante, extrêmement commentée dans les ouvrages. Je vous ai mis un outil que j'adore qui s'appelle Google Books Ngram Viewer, qui nous permet de voir les occurrences d'un mot au sein du corpus de Google Books. Vous voyez que stratégie, alors vous avez un pic dans les années 20, puis ensuite années 40, sûrement stratégie guerrière, etc. Mais depuis les années 60, ça n'a de cesse de grandir, de croître. Donc il y a de plus en plus de livres qui parlent de stratégie. Mais il y a eu une sorte de tipping point dans les années 2000, 2010, et la courbe s'est inversée et on a commencé en proportion à parler de moins en moins de stratégie. Et donc c'est assez intéressant. Je me suis posé la question, mais pourquoi ça fonctionnait si bien, ces OKR et tout ça? On avait l'impression qu'on pouvait prédire peut-être sur 100 ans. Comment ça se fait que ça se retourne? C'est donc la question qu'on se pose. Qu'est-ce qui cloche en fait dans ces stratégies? Qu'est-ce qui cloche dans cette volonté de maîtriser notre futur et l'incertitude? La première raison, c'est que c'est un petit peu, voire complètement vain. J'ai découvert un auteur que j'adore, et comme je vous dis, moi je suis en thérapie sur l'incertitude, je ne suis pas du tout guérie, mais un auteur qui m'aide beaucoup, qui s'appelle Alan Watts. C'est un peu un pape du New Age aux US, qui a publié Éloge de l'insécurité. Et ce qu'il dit, c'est qu'il parle de la loi de l'effort inverse. En gros, il dit, quand vous essayez de rester à la surface de l'eau, vous coulez. Mais paradoxalement, quand vous essayez d'aller au fond, vous allez flotter. C'est exactement ça. C'est pareil que quand vous essayez... je répondrai aux questions après, François, sur OKR et KPI. Merci beaucoup. Donc, il y a cette notion, c'est pareil quand on essaie de s'endormir, par exemple. Plus on essaye de s'endormir, et je sais qu'il y a des personnes qui ont un petit peu de mal à s'endormir dans la salle, on n'arrive pas du tout à tomber en sommeil. Donc, c'est un peu cette loi de l'effort inversé qui l'applique à la sécurité. Plus on essaye d'être en sécurité, plus on se rend compte qu'on ne le sera jamais totalement, et plus donc on ressent un sentiment d'insécurité. C'est assez paradoxal, mais c'est exactement ce qui se passe. Plus on va essayer de se prémunir et de se protéger, plus on va se sentir vulnérable. Et donc, cette loi de l'effort inversé m'a rappelé une autre forme, une autre loi, un autre effet qui n'est pas tout à fait lié à l'incertitude, mais qui me fait toujours beaucoup rire, donc je vous le partage. C'est l'effet Streisand. Je ne sais pas si vous le connaissez. Donc là, c'est un peu pareil. C'est je veux essayer de faire quelque chose et ça va totalement à l'encontre de ce que j'essayais de faire au départ. Donc, un jour, un écologiste prend des photos de la côte aux États-Unis et il s'avère qu'il y a la maison de Barbara Streisand dedans, dans ces clichés. Elle dit, mais c'est absolument scandaleux, je ne veux pas que ma maison soit diffusée, les gens vont comprendre où je suis, c'est scandaleux, je fais un procès. Elle réclame 10 millions de dollars de dommages et intérêts, et donc ce qui est extrêmement marrant, c'est que autant de personnes n'avaient vu la photo d'origine, autant après ça, il y a 420 000 personnes qui sont rendues à son domicile pour voir, pour regarder, comme dans un lieu de pèlerinage. Donc, en gros, c'est ça, la loi de l'effort inversé. C'est parfois mieux vaut ne rien faire
que faire quelque chose. Mieux vaut essayer de ne pas contrôler. Elle a voulu contrôler, mais c'est ma maison. Je veux pas que les gens puissent la voir, je veux la protéger. Ben, faut finir, elle a fait tout le contraire. Donc, c'est extrêmement intéressant, cette idée-là. Et je vous communique une citation de ce fameux Alan Watts que je trouve extrêmement intéressante. Il dit, résister au changement, c'est comme s'accrocher à la vie, mais au mauvais sens du terme. C'est comme vraiment se retenir de respirer. C'est possible, on peut le faire, mais pas très très longtemps. Sinon, simplement, on se tue. Et c'est exactement ça, en fait. L'incertitude, qu'on le veuille ou non, et que ça nous plaise ou non, c'est l'essence même de la vie. Et donc, c'est ça qui nous trouble un petit peu. Mais en même temps, moi, j'aime bien la philosophie d'Alan Watts dans tout ça. Et alors, plus légèrement, parce que là, on se parle, voilà, c'est comme un memento mori, mais plus légèrement que ça, il y a des marques qui le font très bien et qui l'illustrent très bien. Et donc, la dernière en date que j'ai repérée, c'est Ikea. Je vais vous montrer cette campagne qui est assez marrante. Moi, je suis vraiment désolée, mais heureusement, vous aviez déjà mangé. Et donc, c'est exactement ça. C'est la vie qui reprendra le dessus. Non, la vie n'est pas un catalogue Ikea. Et on pense à nos marques qui ont des esthétiques extrêmement léchées. On sait que c'est pas la vraie vie. Et parfois, ça fait du bien quand on nous dit qu'on n'est pas dupe de ça. Et qu'on vit pas tous dans un intérieur impeccable. Ça nous rassure. On a beaucoup parlé de futur également. Beaucoup d'auteurs et d'autrices se positionnent en disant, en fait, arrêtons. Arrêtons d'essayer de prédire le futur. Arrêtons d'avoir des experts et des prospectivistes qui nous disent ce qui va se passer. Alvin Toffler, j'adore ce bouquin si vous voulez des lectures d'été. Futur Choc, il nous dit « Aucun futuriste sérieux ne fait de prédictions. Laissons-les aux oracles, aux astrologues des journaux, à Madame Irma, etc. » Et maintenant, nous traitons de choses un peu plus sérieuses, s'il vous plaît. On a également cet auteur qui s'appelle Jens Beckert, très intéressant également, qui nous dit « Bon, regardez les prédictions. Là, vous avez la courbe qui se dessine. C'est vraiment ce qui s'est passé au PIB en Allemagne de 2000 à 2013. Et vous avez les petits points là, qui sont en fait les prédictions, mais d'organismes très sérieux, qui vont nous dire, selon le calcul, ça va faire ça. Eh bien, ce qu'il dit, c'est qu'ils ont juste à 50%, fois à 50%, on ferait mieux de jeter une pièce en l'air et de s'en fier au hasard. Donc, arrêtons de prétendre qu'on peut dompter le futur et deviner ce qui va se passer. Et sa recommandation à lui, c'est de dire, amis les marques, vous qui créez les imaginaires, créons ces imaginaires plutôt que d'essayer de les prévoir. Faisons-les advenir, en fait. Et enfin, pas mal de prédictions qui n'ont pas eu lieu. J'aime bien celle-ci. Donc, Yahoo, qui en 2008 avait reçu une offre de rachat de Microsoft de 44,6 milliards de dollars. Ils ont dit non. Je pense que si on attend un peu, on aura une offre meilleure que ça. Eh bien mal leur en a pris, parce que 8 ans plus tard, ils ont été vendus pour 4,83 milliards de dollars. Donc, vous voyez, parfois, alors c'est un peu, effectivement, de l'hubris, de la vantardise, mais c'est aussi une mauvaise prédiction, tout simplement. Autre mauvaise prédiction, c'est toutes les couvertures, en fait, de Forbes avec ces gens qui sont portés au pinacle et qui, finalement, finissent plus ou moins en prison. Donc, ça devient, au début, c'est des personnes formidables, puis ensuite des personnes peu fréquentables. Donc, on a effectivement ce rise and fall, et donc cette incapacité à prédire qui seront les idoles de demain et qui pourra véritablement être la star de nos licornes. Alors, premier élément, résister à l'incertitude, c'est vain. Ça ne marche pas trop, la vie nous rattrape toujours, le futur nous surprend toujours. Et surtout, ça nous fige. C'est un peu le problème. C'est-à-dire que quand on essaie de trop prévoir, on ne va pas franchement passer à l'action. Donc ça, je parle aux bons et bonnes élèves que j'ai dans l'assemblée, et je sais que j'en ai plein. On souffre parfois de la paralysie de l'analyse. Alors, c'est Robert Kiyosaki qui nous dit ça. Il est très, très marrant. Je vous invite à lire ses bouquins. Et donc, il dit, plus on va analyser, en fait, plus on va vouloir trouver le chiffre qui nous manque, etc. Et finalement, on ne passera jamais à l'action. Donc, moi, ce que j'expérimente personnellement, c'est de passer à l'action avant de réfléchir, chose qui n'est pas très traditionnelle chez moi. J'y arrive plus ou moins, mais au moins, je ne suis plus paralysée par l'analyse. Également, petite citation que je dois au football américain,
vous ratez, de toute façon, 100% des shots que vous ne prenez pas. Donc, si l'auto nous dit 100% des gagnants ont tenté leur chance, 100% des perdants n'ont pas tenté. Donc, effectivement, si vous ne tentez pas, de toute façon, vous avez déjà échoué. Donc, à quoi ça sert d'avoir peur de l'échec et de continuer vos calculs si, de toute façon, vous ne tentez pas parce que vous aurez déjà échoué. Donc, j'aime bien la philosophie du football américain et enfin plus poétique. L'homme ne peut découvrir, ou la femme bien sûr, de nouveaux océans tant qu'il n'a pas le courage de perdre de vue la côte. Et donc c'est effectivement ça. Ayons le courage, mais c'est courageux, j'en conviens. Encore une fois, je sais d'où je pars. Donc, ça nous fige, cette résilience à l'incertitude, mais ça nous angoisse aussi profondément. Le cœur de nos angoisses vient du fait qu'on n'arrive pas à accepter cette incertitude. C'est encore ce que nous dit Alan Watts. Il nous dit on tombe amoureux en fait des personnes et des possessions même seulement pour être torturé par l'anxiété à leur sujet. On les aime et on a peur de les perdre. Et c'est terrible parce que c'est un peu un sentiment doux amer. C'est comme ça, tant qu'on n'aura pas accepté que oui, la vie peut nous les enlever, eh bien cet amour sera toujours teinté de cette angoisse. Alors, comme je ne veux pas vous plomber le moral un vendredi après-midi, alors qu'il fait encore un petit peu mauvais dans nos régions, qu'est-ce qu'on fait? Alors, première tentation, on en va tout péter, c'est le doom thinking, c'est la pensée de l'apocalypse, on va tout valser et on va se plonger à cœur perdu dans cette esthétique de l'apocalypse, c'est noir, c'est bordélique, et donc vous avez beaucoup de marques de mode qui ont joué ce jeu-là. Balenciaga, là, on est sur la Lune ou sur Mars, je sais pas, on a l'air triste, on est en noir, c'est complètement ravagé, on dirait qu'on est dans une esthétique dystopique. Ça donne pas envie, mais c'est un côté ras-le-bol, j'en ai marre, voilà, laissez-moi tranquille, laissez-moi vivre mon apocalypse tranquille. Et vous avez aussi le doom spending qui a été repéré aussi dans l'ADN, avec cette idée que bon, de toute façon, comme demain, je ne pourrais pas me payer une maison, tant qu'à faire, autant claquer le peu d'argent que j'ai dès aujourd'hui. Donc il y a un côté un peu brûler la vie par les deux bouts. J'ai une autre stratégie pour le coup pour vous, c'est peut-être de faire la paix avec la notion d'imprévu, tout simplement, non, c'est pas simple, mais on peut faire la paix avec cette notion-là. Pourquoi? Premièrement, parce que c'est beau. Il y a une beauté dans cette notion d'imprévu et j'aime beaucoup ce concept de clinamen. Je ne sais pas si vous l'avez et si vous le connaissez, mais en gros, je vous le détaillerai plus tard, mais en gros, ce qu'on dit, c'est que si vous aviez des étoiles bien rangées dans le ciel, si toutes les étoiles dans le ciel étaient parfaitement alignées, est-ce que le ciel serait aussi beau que ce qu'il est aujourd'hui? Il y a une forme de chaos, il y a une forme de... on peut s'amuser à deviner justement les formes qu'on voit dans ce ciel, tout simplement parce qu'elles sont en désordre. Et c'est ça qui est fabuleux. Donc, il y a une forme de beauté. Et puis également, c'est extrêmement utile, l'incertitude. C'est là qu'on en vient à cette notion de qui l'amène. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, c'est en gros, pour les épicuriens, apparemment, il y avait au départ, au commencement, donc on en revient un peu à notre soupe primordiale, on avait deux choses, les atomes et le vide. Et les atomes, ils étaient extrêmement réguliers, voilà, ils coulaient un petit peu comme ça, bien rangés, bien parallèles. Et puis, tout d'un coup, il y en a eu un qui a varié et qui en a cogné un autre. Et c'est ça, le clinamen, c'est un peu ce hasard, cette rencontre de deux atomes qui ne devaient pas se rencontrer. Et pour lui, en tout cas, ces penseurs épicuriens de l'époque, c'est ça qui a fait nos mondes. Donc c'est assez rigolo. Il y a à la fois, on ordonne le monde et à partir du chaos, mais en même temps, il faut quand même un peu de chaos pour faire le monde. C'est de ces agrégats que sont nées les étoiles, les planètes, etc. Donc si on a vu que de la régularité, on n'aurait jamais pu avoir de rencontres et donc on n'aurait jamais pu avoir de vie. Et donc il y a une œuvre qui s'appelle Clinamen justement et qui illustre ça. Donc il y a une œuvre sonore avec des bols qui vont se rencontrer et faire de la musique. Et donc là, c'est pareil, pas de rencontre, régularité totale, pas de musique. Donc c'est extrêmement utile et aussi extrêmement beau, comme on a pu le voir. Et enfin, en biologie, eh bien, en fait, ce dont on se rend compte, c'est que même la symétrie, elle va se nourrir en fait des petites imperfections, des petits bugs. Rappelons que l'évolution, c'est aussi un petit bug à un moment donné qui arrive à survivre. Et sans ce bug-là, on n'en serait pas là.
Donc sans cet hasard et ces choses qui frappent un peu de manière aléatoire, on n'aurait pas évolué, on n'aurait pas «progressé» entre guillemets. Et enfin, un concept que j'adore et que j'ai découvert, mes camarades savent que c'est mon livre de chevet, Antifragile, extrêmement intéressant, qui est, porté par, Nassim Nicolas Taleb, qui a écrit Le Cygne noir, donc qui a beaucoup eu de résonance, au moment du covid. En gros, ce qu'il dit, c'est qu'on considère généralement que le contraire de fragile, c'est robuste, solide. Parce que, bah voilà, fragile, ça se casse, robuste, ça ne se casse pas. Mais ce qu'il dit, c'est que c'est pas vraiment ça le contraire de fragile. Parce que fragile, ça se casse quand on tape dessus. Si on veut vraiment le contraire, il faudrait quelque chose qui se reforme, qui s'enrichisse quand on tape dessus, qui grandisse et qui croisse. Et donc, c'est pour ça qu'il parle d'antifragilité. Et ce qu'il nous dit, c'est que y a beaucoup de choses autour de nous, finalement, qui sont antifragiles, qui ont besoin de ces chocs pour prospérer. Donc, il prend l'exemple de la bougie qui est trop faible et qui, avec un peu de vent, va bien sûr s'éteindre. Mais il parle du feu. Le feu, lui, il a besoin de vent pour se nourrir. Donc, ce qui peut casser quelque chose, finalement, peut aussi le faire grandir. Et donc, c'est ça qu'il nous dit. Donc, ce qu'il nous dit exactement, on va en parler, Rémi, les vases kintsugi, tu as tout à fait raison. C'est exactement ça. L'idée, c'est que même un humain, c'est-à-dire qu'un muscle, pour se développer, il faut qu'il soit un peu choqué, il faut qu'il fasse des efforts. Et donc, on ne s'en rend pas compte. Et ce que je trouve extrêmement intéressant dans ce concept-là, c'est que on a tendance à oublier que oui, finalement, les petits chocs, et je parle de petits chocs, mais les petites erreurs, les petits échecs, finalement, c'est aussi ça qu'on devrait appeler de nos voeux, parce que c'est ça qui nous renforce. Donc, on a un exemple de marque qui a choisi, alors c'était il y a quelques années, un cas typique de Cannes, qui a choisi de mettre en vente en fait les différents échecs, les différentes étapes qu'ils ont faites pour arriver à la bière parfaite. Moi, quand je vois ça, je vois quoi? Je me dis, waouh, ils ont quand même fait 27 tentatives pour en arriver là. Plutôt que de me dire, ouais, j'ai une bière dans ma main et voilà, je vois tous les échecs, tous les allers-retours, le fruit de quoi cette bière elle est, et ça me la rend d'autant plus précieuse. Nos échecs, nos errances, elles font aussi de nous ce qu'on est, et c'est ça qui fait qu'on est merveilleux. Voilà, j'ai envie de dire ça. Également, pour vous dédramatiser l'échec, on estime que pour réussir, il faudrait échouer 16% du temps. Je vous laisserai lire l'article, je pourrais vous le communiquer si vous voulez. Cette idée que, en fait, vous devriez toujours viser un taux d'échec de 16%. Je vais revenir aux OKR dont je vous parlais tout à l'heure. J'ai eu dans mon parcours chez Google une manager qui était américaine. Donc je revoyais mes OKR et étant très bonnes élèves, pour moi, tout était au vert, c'est-à-dire que j'avais bien rencontré les temps de personnes que je devais rencontrer, fait le nombre de présentations, etc. Tout était au vert. Et là, elle me dit, c'est pas bien du tout. Et je dis, pourquoi? J'ai quand même bien fait mon travail. Et elle me dit, mais en fait, non, tu devrais avoir de l'orange dans ton truc et tu dois avoir du rouge, des choses que tu as complètement foirées. Et c'est très culturellement compliqué pour nous, Françaises et Français, de comprendre que, oui, elle m'a dit, en fait, tu n'as pas été assez ambitieuse en début de trimestre quand tu t'es fixé tes objectifs, vu que tu les as tous atteints. Tu as manqué d'ambition. Et donc, c'est assez intéressant. Alors, à l'époque, j'avais très mal pris. Maintenant, j'ai un peu plus de philosophie. Mais c'est exactement ça. C'est l'idée de, en fait, oui, il faut se mettre un petit peu en danger pour pouvoir finalement réussir et aller plus loin. Ce qui est assez intéressant, c'est que c'est aussi ce qu'emploient des marques qui font très peur à nos annonceurs occidentaux, qui peuvent être par exemple Shein. On a ici le Chief Strategy Officer, qui a exactement ce réflexe-là. C'est-à-dire qu'eux, ils sont totalement antifragiles dans leur conception de leur stock. Plutôt que de lancer quelque chose qui serait robuste, je ne sais pas, une grande collection ou des choses très, avec beaucoup d'objets, etc., ils vont lancer des micro-collections d'à peu près 100 unités et ils les lancent. Sans planifier outre mesure de est-ce que ça va réussir, etc. Ils les lancent. Et une fois qu'ils les ont lancés, ils regardent ce qu'ils appellent le signal de la demande et ils voient si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, tout est cuté. Et si ça fonctionne, ils en produisent plus. Pour eux, c'est extrêmement vertueux environnementalement parlant parce qu'ils ne produisent pas beaucoup. On peut en discuter, bien sûr, mais j'aime beaucoup cette idée de test and learn. Je lance, ça ne marche pas. C'est le client et la cliente, les boss. Ce n'est pas des stratèges qui vont dire « mais ça, cette couleur, etc., ça va super marcher ». Non, au final, c'est eux qui décident.
3 pistes, du coup, pour apprivoiser le chaos au quotidien. Une fois que j'espère vous avoir convaincu que c'était pas mal d'intégrer un peu d'incertitude à notre vie. La première des pistes, c'est l'absurde. Parce qu'à un moment donné, c'est vrai qu'on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on est là, et on ne sait pas, voilà, exactement, on n'arrive pas à faire sens de tout, mais peut-être qu'on peut, apprendre à en rire. En tout cas, c'est ce que font, ceux qui ont fondé, hein, la religion du chaos. Elle existe, ça s'appelle le discordianisme et leur idée, c'est eux, ben, ils vont vraiment porter le flou, le hasard, le désordre en vraiment étendard. Donc voilà, c'est vraiment leur fonction. Ils intègrent ça et ils ne sont pas dans le grand démiurge ordonnateur. Non, on ne s'est pas débarrassé du chaos lors du Big Bang. On vit toujours avec ça et c'est important de le savoir. Et donc, ils ont des choses assez absurdes, comme ils ne peuvent pas mettre des hot dogs dans des bonnes hot dogs. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est leur religion, on doit la respecter. Et donc, ce monsieur explique qu'on peut quand même peut-être mettre un hot dog dans un donut et ça nous fait quelque chose d'assez fabuleux. Voilà, donc c'est totalement absurde, mais après tout, est-ce que nos vies ne le sont pas à bien des égards? Et donc, je trouve ça assez intéressant. Donc, je vous invite à checker les églises du discordianisme si ça vous intéresse. Plus proche de nous et peut-être plus applicable, ou en tout cas peut-être moins ubuesque que ça. Une artiste que j'adore, que j'ai découverte au Galeries Lafayette Anticipation, qui est une rockstar, véritablement. Donc, je vais essayer de vous montrer ce qu'elle fait. Elle fait du rock balancing, c'est-à-dire qu'elle va prendre des parpaings et les empiler de manière vraiment, on dirait que c'est truqué. Quand on les voit vraiment, quand on la voit pas faire, on dirait que c'est empilé, mais qu'il y a un fil qui les tient. Pas du tout. Je l'ai vu faire en live, c'est assez extraordinaire et ça tient. Mais ce qui est extraordinaire encore plus, c'est qu'elle dit, ben parfois en fait, ça tombe. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'elle construit toute la journée en prenant le risque que ça tombe. Et ça montre aussi la fragilité des choses et la beauté des choses. Là, vous allez voir, je crois que c'est non. Ouais, voilà, ça tombe, paf, touc, et elle va recommencer. Et donc, c'est complètement absurde de refaire et refaire et refaire, mais c'est ça qui est beau, c'est de se dire, bah oui, mais si elle ne le faisait pas, on n'aurait pas la beauté de ces sculptures. Et donc, on va continuer, même si on sait que le temps, même si on sait que l'aléa va venir nous frapper à un moment donné. Hop, ouf. Plus proche de nous, cette fois, c'est la marque Palace. Je ne sais pas si vous la connaissez, j'adore ce cas. En fait, le fondateur de Palace, c'est lui qui fait ses fiches produits. Donc nous, généralement, vous savez, les fiches produits, c'est très important en e-commerce. Hein. Il faut que vous mettiez tous les détails, les bonnes dimensions, la bonne matière pour qu'on puisse bien remonter dans les annonces, etc. Lui, pas du tout. Il va raconter sa vie, en fait. Il va dire, ah ben mince, j'ai loupé mon Deliveroo hier soir, c'est complètement chiant, j'ai changé d'adresse, ils n'ont plus la bonne adresse, ah machin, etc. Et donc, en faisant ça, il ajoute une dimension extrêmement absurde à ses produits, mais il a, je ne sais pas combien de fois, plus de connexions à son site, juste parce que les gens veulent lire ces descriptions de produits. Et donc, ça n'aurait pas du tout été le cas, évidemment, si ça avait été hyper classique. Donc, l'absurde, ça peut payer également. Autre piste importante, c'est l'espoir. Ce qui est important de savoir aussi quand on parle d'incertitude, c'est que j'ai bien conscience de faire partie des personnes privilégiées qui sont très bien entourées, qui mangent à leur faim, et qui souffrent en un sens moins de l'incertitude, c'est-à-dire que je suis moins vulnérable à plein de formes d'aléas. Et donc, c'est pour ça que je trouvais ça important de mettre en lumière aussi des gens qui ont vraiment souffert énormément et qui ont peiné à trouver du sens à la vie parce qu'ils vivaient des catastrophes horribles et qui pourtant ont réussi. C'est le cas de Viktor Frankl qui a été donc emprisonné dans les camps nazis. Il a perdu sa femme, il a perdu ses parents et pour autant, il parle de l'optimisme tragique et de l'idée que même au sein de l'enfer, là on n'est plus dans le chaos, dans l'enfer total, on est capable, en tant qu'être humain, de trouver du sens et de renouer avec cet optimisme tragique. Plus marketingment parlant, parce que c'est un peu, voilà, c'est un peu dur et triste ce dont je parle là, mais j'aime bien cette notion de dark optimisme qui a été mise à jour par Sean Chamberlain, qui est un des chantres de Extinction Rébellion, et qui nous dit, ben moi, je suis un dark optimiste. C'est-à-dire que c'est compliqué de se dire, oui, je suis un bisounours, tout va bien, je suis optimiste aujourd'hui, regardez, c'est fabuleux. Non, le dark optimisme, c'est vraiment de se dire, ok, on n'est pas au top, y a plein de choses qui vont mal, pourtant, j'ai confiance en l'humain.
pour avancer et pour continuer véritablement. On croit en notre potentiel humain, en fait. Et j'aime beaucoup cette notion-là parce que ça montre qu'on peut ne pas abandonner l'espoir, aussi down soyons-nous dans ce marasme actuel. Et donc, je trouve ça plutôt optimiste. Et puis, on a finalement notre grand dépressif, George Orwell, qui nous dit, par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure, on est angoissé de perdre les gens qu'on aime. Ben, lui, il est vraiment dans l'acceptation, quasi tragique et optimiste aussi, de ben oui, en fait, c'est le prix inévitable de l'amour porté à d'autres individus. Cette acceptation du fait qu'on puisse les perdre parce qu'ils peuvent partir d'une manière ou d'une autre, etc. Donc, il y a cette notion de c'est quand même un espoir. Et ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est qu'en communication, bien sûr, on peut porter cet espoir tout en étant réaliste. On peut amener de la vie tout en ramenant du drama, entre guillemets. Il y a ce guide de tourisme qu'il a très bien fait. Il s'appelle Plume Guide. Je ne sais pas si vous allez aimer, mais moi, je trouve ça assez fou. En gros, il nous dit, vous avez 36 ans, il ne vous reste plus 44 vacances. Et donc ça, c'est fabuleux. Donc j'en ai 37, il ne me reste plus que 43. Je vais essayer de bien profiter cet été, mais c'est ça l'idée. C'est de se dire, OK, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends pour profiter? Qu'est-ce que tu attends pour booker ce voyage de rêve, etc., etc. Et donc, j'aime beaucoup cette forme de memento mori publicitaire parce que ça incite à profiter. Et donc, ça, c'est une forme d'espoir. C'est oui, OK, acceptons qu'on va mourir. À un moment donné, on ne va pas se voiler la face, oui. Mais ça n'empêche pas de profiter. Et une autre forme d'espoir, donc Rémi y faisait référence, c'est le kintsugi. Quand l'espoir, donc il y a l'espoir de pouvoir faire sens, l'espoir de pouvoir accepter et de pouvoir continuer à vivre, mais l'espoir aussi que si demain on est brisé, on pourra aussi se relever. Alors, métaphoriquement avec cette Oreo, le kintsugi, c'est l'art de réparer les vases brisés avec donc de la dorure, etc., qui fait que finalement, ils sont beaucoup plus beaux qu'avant. Et Oreo s'est emparé du sujet. Et donc, comme il y a beaucoup d'Oreo qui arrivent cassés à la maison parce que le livreur l'a foutu n'importe comment dans le jardin, etc., eh bien, ils ont créé cette petite pâte qui permet de réparer, en fait, cet Oreo. Et voilà, et c'est fabuleux et c'est assez rigolo. Autre alternative, c'est la joie. Pour moi, la joie, c'est une explosion d'incertitude. On ne sait pas quand est-ce que ça va apparaître, on ne sait pas quand est-ce que ça va jaillir, mais c'est extrêmement jouissif, cette joie. Et je voulais juste faire un hommage à des marques qui l'ont très très bien porté, cette joie, et on voit qu'elle dérange. Alors, je ne vais pas vous passer les campagnes parce que vous les connaissez forcément. C'est Monoprix, la bataille d'eau, où vous allez avoir justement ces petits enfants qui s'ennuient péniblement dans leur cantine et qui tout d'un coup, on va leur offrir des bombes à eau et ça va partir en truc extrêmement festif. Donc ça, c'est pour Monoprix. Donc on est vraiment dans quelque chose de très jouissif. On ne s'attendait pas à ce que ça jaillisse et c'est là. Et on voit que la vie, elle reprend véritablement le dessus et ses droits. Et enfin, j'aime beaucoup cette campagne. Ces petits bateaux, à quoi ça sert des vêtements si on peut rien faire dedans? Vous vous rappelez, si vous êtes une enfant de la pub comme moi? Et c'est exactement ça, c'est à un moment donné, les vêtements, c'est fait pour se salir, c'est fait pour vivre. Et c'est exactement ça la leçon, en fait, de cette incertitude, de nos penseurs Alan Watts, etc. C'est laissons la vie reprendre le dessus. On ne pourra pas, si on résiste en fait à l'incertitude, on résiste aussi à la vie en un sens. C'était donc par ça que je voulais terminer cette conférence. Et avant de prendre les questions, je voulais vous parler de la conception de cette conférence parce que finalement, elle est assez spéciale et absolument, enfin, un peu différente de ce que je fais d'habitude. Pourquoi? Parce qu'elle m'a pris 1095 jours à faire, tout simplement parce qu'elle se base sur les notes que j'ai prises pendant 3-4 ans. Donc, ce que je fais, c'est que, comme j'oubliais beaucoup de choses, à chaque fois que je lisais des choses, etc., je les oubliais. Donc, j'ai commencé à prendre des notes un peu sur tout et n'importe quoi. Et ça a créé un gigantesque cerveau, un mind map dans lequel on peut naviguer et qui m'a permis de faire cette présentation. Donc, je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, vous voyez, c'est l'interface. Et ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai regardé, eh bien, incertitude, toutes les notes que j'avais pu prendre sur l'incertitude jusqu'à maintenant. Donc, vous voyez, je fais des petites copies d'écran de Humans, par exemple, une newsletter que j'aime beaucoup, de New Philosopher, de Book Ngram Viewer que je vous ai montré. Et surtout, ensuite, on peut aller se balader dans tout ça et me dire, tiens,
c'est rigolo. Ah, l'amour tue la peur. Ben, on a parlé beaucoup d'amour aussi, amour de la vie. Est-ce que ça pourrait être intéressant? Tiens, c'est quoi le mono no aware? Je sais même plus. C'est l'art de voir l'émotion et les choses et les transcrire, un art de l'éphémère. Bon, bah, tiens, c'est intéressant, on parlait de Kintsugi, on peut aussi parler de ça, et j'aurais pu très bien l'intégrer. On peut revenir, du coup, à cette notion hop, d'incertitude, renaviguer dedans et se dire, tiens, ah bah tiens, le discordianisme, vous voyez, c'est ce dont je vous parlais. Et donc, ça permet vraiment de naviguer, le doomwashing, je vous en ai parlé aussi, hein, ça permet de naviguer, en fait, dans ces différents éléments pour construire un discours qui finalement est beaucoup plus facile à construire une fois on se rappelle un peu des différents trucs. Et c'est assez intéressant parce que c'est des choses que j'ai pliées il y a 3 ans dont je ne me souviens même plus. Et finalement, j'arrive à les reconnecter et à créer ce propos-là. Et donc, c'est un outil que je trouve absolument fabuleux. En tout cas, moi, il a changé ma vie et ma façon de travailler. Et ce qui est assez intéressant, c'est que cette présentation que moi, j'ai mis 1095 jours à faire, vous pourriez, vous, avec ce cerveau, mettre 30 minutes, montre en main, parce qu'une fois que j'ai accumulé tout ça pour vous, honnêtement, j'ai fait ce déroulé en 30 minutes. Et j'aurais pu vous en dire encore 1000 fois plus, parce que comme vous pouvez le voir, l'incertitude, c'est extrêmement fourni. Je ne vous ai pas parlé de Burger King Confusing Time, je ne vous ai pas parlé des différents types de management qui sont liés à ça, voilà, donc il y a de l'uncomfortable television, c'est quoi ça? Donc voilà, il y a plein de choses dont je ne vous ai pas parlé et que vous pourriez regarder effectivement. Et donc cet outil, j'utilise pour faire les présentations et j'utilise parfois aussi, j'aime beaucoup, par l'intermédiaire de l'onglet vocabulaire parce que j'adore les mots et je trouve ça fabuleux. Et donc je fais une petite collection de néologismes et donc là, vous avez l'intégralité des mots que j'ai pu collecter au fur et à mesure de mes pérégrinations sur différents sujets. Donc, vous avez l'amour et l'amitié, sur lequel j'ai pas mal travaillé. Vous avez l'anthropologie, l'architecture, le branding. C'est quoi le schéma actantiel? Eh bien, je ne sais même plus. Il faudrait que je relise mes notes, voyez-vous, parce que voilà, c'est quoi un mythème? Le discordianisme, on en a parlé, le dubitationnisme, etc. Donc, c'est assez pratique pour briller dans les dîners ou pour briller dans vos pitchs, de mettre un petit mot comme ça sur la thématique qui vous intéresse. J'en reviens à mes moutons. Donc, effectivement, c'est exactement ça. Cette présentation, moi, je l'ai faite en 1095 jours et vous pouvez vraiment la faire en 30 minutes parce que vous allez disposer, en fait, via cet outil, de ces 4000 notes qui sont stockées et qui sont dans lesquelles on peut, merci Rémi pour le livre des néologismes. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est assez, en tout cas, moi, ça a vraiment changé ma façon de travailler et c'est ça, le Chaos Club, en fait. C'est vraiment mettre à disposition cet outil, pouvoir s'en servir et pouvoir faire sens grâce à cette espèce de boussole. En fait, vous voyez, c'est un peu comme un chaos organisé, finalement, ce qu'on a créé avec ça. C'est un chaos organisé dans lequel on peut naviguer et on peut farfouiller. Donc voilà, c'est 30 minutes ensemble. Dans mon Chaos Club, parce que c'était la première conférence de ce club-là, il y a plusieurs éléments, plusieurs choses que vous pouvez rejoindre si le cœur vous en dit. En tout cas, je serais ravie de vous avoir à mes côtés. La première, c'est vraiment un club de rencontres pour cerveau. C'est-à-dire que je connais plein de gens fabuleux, vraiment. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai cette chance-là de graviter dans un monde où il y a vraiment plein de gens hyper inspirants. Et du coup, ils ont rejoint le Chaos Coffee Club, qui est vraiment une façon de se rencontrer un peu différente. C'est-à-dire que je déteste les meet-up ou les endroits ou les conférences où à la fin il faut sortir sa carte d'identité, enfin sa carte d'identité, pardon, sa carte sa petite carte pour dire ah ben moi je travaille ici, etc. Je trouve ça vraiment hyper boring. Donc j'ai créé une sorte d'algorithme qui match en fait une fois par mois, donc tous les premiers du mois. Vous recevez un mail et il y a 2 personnes qui se connectent à vous et vous pouvez choisir de faire un café ou de se rencontrer en visio ou en physique, etc. Donc ça c'est le Chaos Coffee Club. Moi, je dois faire un petit point avec Stéphanie et Maud, donc je prendrai plaisir à faire ça en juillet. Ça, c'est le Chaos Coffee Club. Et il n'y a que des gens absolument fabuleux, vraiment. Donc, on a des DGA, on a aussi des réalisateurs. On a vu Ignacio Nacho qui est dans le groupe, qui a monté les Cannes, monté les marches de Cannes pour la première fois cette année. On a des directeurs de création, beaucoup de planeurs évidemment, on a le porte-parole de Shift Project, donc des gens qui sont, et c'est important pour moi,
qui sont aussi, à la fois, brillants et très, très bienveillants, qui ont à cœur d'expliquer ce qu'ils font, de partager leur réseau d'adresses, de partager leurs contacts et cetera. Donc c'est vraiment dans cet esprit aussi. Moi, le Chaos Club, je l'ai vraiment créé parce qu'il n'y avait pas cette possibilité, en fait, de rencontrer des gens un peu at random, des gens avec qui on connecte, avec qui on a des affinités intellectuelles et qui sont capables de nous élever lors d'une discussion parce qu'ils font quelque chose d'extrêmement différent, en fait. Et ça, je trouve ça vraiment, fabuleux. Et puis, au cœur du Chaos Club, pour ceux et celles qui le veulent, c'est la constellation, donc ce fameux chaos organisé que je vous ai présenté. Cet outil qui permet de faire sens du chaos dans lequel nous vivons. Et enfin, un groupe WhatsApp aussi, parce que le but, c'est qu'on puisse, chacune s'enrichir, partager des choses au fur et à mesure et au fil de l'eau, de nos trouvailles. J'ai des newsletters, mais c'est un peu formel comme format. J'avais envie d'avoir un lien un peu plus quotidien avec les personnes qui gravitent dans mon monde. Donc, voilà ce que j'ai créé. Et donc, il y a plusieurs offres, un peu pour toutes les bourses. Le Chaos Coffee Club, c'est 9 € d'adhésion à vie. Donc, si vous voulez nous rejoindre avec grand plaisir, je vous ajoute et vous me dites. Alors, on a beaucoup plus de gens à Paris actuellement, mais vous me dites si vous êtes dans une autre ville et on verra comment est-ce qu'on s'arrange. Et puis, des formules pour accéder chaque mois à cette fameuse constellation qui commence à 19 € et puis ensuite un petit peu plus cher, soit à l'année. Il y a les formules aussi où je peux faire du consulting pour vous, une demi-heure par mois. On se pose, on réfléchit sur un sujet qui vous tient à cœur et on dépiote tout ça ensemble. Join the movement, join the Chaos Club. Je vais vous mettre l'adresse du Chaos Club si ça vous tente dans le chat pour que vous puissiez voir ce qu'on s'y dit et avec grand plaisir pour vous retrouver. Je n'ai pas eu le temps de voir toutes vos merveilleuses questions. Mais n'hésitez pas si vous avez des commentaires, des questions. J'espère que ça vous a plu. C'est la première, donc on peut toujours s'améliorer. Vous voyez, j'embrasse l'imperfectionnisme. C'est nouveau pour moi. Merci Pierre-Olivier, merci beaucoup et ravie. Franchement, merci beaucoup. Et il y aura plein d'autres conférences dans le Chaos Club, c'est ça. Tous les membres auront accès à une conférence. J'espère réussir à en faire une par trimestre. Que ce soit en visio, que ce soit à la maison. Franchement, ravie de vous retrouver, c'est le but, avec plaisir. Merci beaucoup et trop heureuse de vous avoir croisé. Et à très bientôt, j'espère, au Chaos Club ou ailleurs. Merci infiniment. Et bonne incertitude à vous. J'espère vous avoir convaincu, je ne sais pas trop, mais en tout cas, moi, c'est un travail au quotidien.